Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Franck Dujardin de Rouen, indicateur quantifié de la performance locomotrice. Ça me semble être un sujet tout à fait passionnant. Franck, tu as la parole. Merci beaucoup de votre invitation qui m'honore grandement et qui honore mon équipe parce que c'est pas ce que je vais vous présenter là n'est bien sûr pas le résultat d'un travail seul. Ça, c'est Étienne Jules Marais qui est probablement le premier à s'être intéressé à ce type de questions. En orthopédie, le but de l'orthopédie, c'est généralement une chirurgie fonctionnelle. On a donc besoin d'évaluer nos résultats au travers d'une évaluation fonctionnelle. On utilise généralement des scores, il y en a un certain nombre de développés, soit des scores strictement fonctionnels, soit des scores de qualité de vie. Et ces scores, peu ou prou, reposent sur l'interrogatoire. Ça revient souvent à dire « Et alors, ma petite dame, est-ce que ça va mieux depuis que je vous ai opéré ?» Et la brave dame répond « Oh bah oui, je boite bien un peu, mais mon mari dit que c'est de ma faute. » C'est quand même peu ou prou toujours un peu ça. Et ça fait un moment que ça dure. Imaginez la même chose en ophtalmo, en cardio, dans la confection des appareils dentaires. Enfin, on voit qu'on a besoin en orthopédie de développer des indicateurs et des mesures pertinentes de la performance fonctionnelle, de la performance locomotrice. Il y en a un potentiel, c'est ça, c'est la VO2 max. En fait, la VO2, ça veut dire débit. C'est pour ça qu'on en parle souvent au féminin. C'est quoi? C'est votre capacité à consommer de l'oxygène, donc à développer de l'exercice musculaire. Normalement, là, nous, on tourne entre 35 et 45 millilitres minute par kilo. L'espèce humaine tourne comme ça. Les sportifs, c'est un peu différent grâce à différentes méthodes. On arrive à augmenter ce seuil. Le record qu'on ait jusqu'alors, c'est Alberto Contador à 99,5. Vous voyez, 3 fois la normale. Juste avant qu'il meure. Et ça tient, en fait de la respiration jusqu'à la cellule musculaire. Ça, c'est toute la chaîne là, qui est mesurée. À titre indicatif, parce que je trouve ça intéressant, une vraie bête de fond, Julien, c'est pour toi que je te dis ça, le loup, 200 millilitres minute kilo. Oui, l'homme n'est pas une bête de fond, on n'est pas fait pour courir le marathon. Cet indicateur est très utile en physiologie du sport. J'avais vu une conférence qui m'avait impressionné de l'équipe olympique de course de fond italienne où les types étaient capables de mesurer la performance à venir de leur champion à moins de la seconde près sur des courses de 10 000 mètres. Ça fait combien? 10 000, 20, 25 minutes, c'est ça? Donc sur ces capacités d'évaluer la performance à venir à la seconde près, c'est comme ça qu'ils sélectionnaient leurs champions. Bon, ça ne marche bien sûr qu'avec des conditions aérobies et que chez des coureurs entraînés. Ça a pour nous un autre inconvénient, c'est que c'est, voilà comment on mesure une VO2 max. Ça ne peut pas se faire autrement qu'en laboratoire dans des conditions assez contraignantes. On voit mal nos patients dans cette situation-là. Alors, il y a eu des méthodes dégradées, dites de terrain, pour évaluer sur le terrain. Et en fait, le plus simple, c'est le test de Cooper qui consiste à savoir quelle est la distance que vous êtes capable de courir à pied en 12 minutes sur un terrain plat. Et en fait, c'est le reflet de votre VO2 max. La fréquence cardiaque est aussi finalement, en dehors de toute pathologie, un bon indicateur. Mais vous voyez qu'on n'est pas très bien là pour nos problèmes d'orthopédie. Donc, il faut chercher autre chose. On a, nous, exploré ce que pouvaient nous donner des mesures simples, dites de variables spatio-temporelles, donc de vitesse, de longueur du pas, de longueur de symétrie des appuis, avec des appareils extrêmement simples. À l'époque, on utilisait ce qui s'appelle l'Ocomètre de Bessou, c'est un Toulousain qui a développé ça. C'est des ficelles à chaque talon. Les patients partent marcher quelques mètres, et grâce à cette ficelle, on est capable de connaître ces paramètres au travers d'un graphe comme celui-là. Donc vous voyez, longueur du pas, vitesse, etc. On a fait il y a quelques années une première étude. On avait inclus 10 patients qui avaient une coxarthrose unilatérale. Et en fait, on leur avait demandé de venir au laboratoire avec leur traitement habituel. Le matin, ils ne prenaient rien, ils restaient à jeun. Et vous venez avec votre traitement, on vous donnera, nous, votre traitement et on verra ce qui se passe. Et on faisait donc des mesures à 30, 60 et 180 minutes après la prise médicamenteuse. Et on avait comme ça montré que la prise du médicament permettait d'améliorer les temps d'appui et d'améliorer la longueur du pas et la vitesse significativement. C'est à ma connaissance la première étude où on est capable de montrer l'efficacité d'un traitement en orthopédie, de le démontrer autrement que par un indicateur subjectif. De manière anecdotique, savez-vous comment on mesure l'efficacité d'un AINS dans les labos? On fait une incision sur des incisives de lapin sur lesquelles on balance du courant et on regarde à quelle hauteur ils sautent. Je vous jure que c'est vrai. C'est la technique pour mesurer la puissance antalgique d'un AINS. Demandez aux gens de mes écoles veto.
On a fait une deuxième étude, toujours dans cette idée anti-inflammatoire. Alors celle-là, elle est un peu plus solide. C'est une étude prospective randomisée en double aveugle, en crossover, c'est-à-dire que chaque patient a été sous placebo, puis un mois ou deux plus tard, même moins que ça, 3 semaines je crois plus tard, sous traitement, et tout ça en aveugle. Comme ça, c'est vraiment assez solide pour faire ce genre de mesures. Et on a fait la même chose, les mêmes genres de mesures. Et là aussi, on a retrouvé que ce traitement INS améliorait significativement la vitesse et la longueur du pas, démontrant donc l'efficacité d'un INS dans matière de coxarthrose. On s'est quand même dit que ce chemin-là était assez borné et on s'est orienté autrement. On s'est orienté vers, et ça m'intéresse à titre personnel depuis de nombreuses années, sur le centre de gravité du corps humain en marche. Nous avons une marche bipède, chacun le sait. Cette marche bipède s'avère être ce qu'il faut appeler un gouffre énergétique, parce que à chaque pas, vous devez lever votre poids. Et il y a des modèles, chez les roboticiens, il y a des modèles qui montrent que plus le robot a des pattes, plus il est stable, et moins il consomme d'énergie pour se déplacer. Quand on envoie un robot sur Mars, vous regarderez à la télé, il a 6 ou 8 pattes, il n'en a jamais 2. Parce que c'est sa meilleure stabilité s'il rencontre des rochers par hasard et pour diminuer le plus possible sa consommation énergétique. Dans le monde animal, il y a ces bestioles-là ont 300 millions d'années d'évolution, donc on a abouti à quelque chose. Vous apercevez que les gros dinosaures ont toujours été quadrupèdes. Ils ont besoin de déplacer une masse importante au prix d'une consommation énergétique faible, s'ils bouffent de l'herbe, ce qui n'est pas un aliment très rentable. Et à l'inverse, dans cette joyeuse époque, les carnivores sont des bipèdes. Ce sont des bipèdes qui leur donnent plus d'agilité qu'une marche quadrupède. Ça leur permet de courir, ça leur permet des changements de direction, etc. C'est plutôt plus efficace. Mais par contre, il faut être carnivore pour alimenter une telle machine qui est très consommatrice d'énergie. Nous, c'est pareil. Je ne dis pas qu'on est tous des tyrannosaures, mais on a une locomotion bipède qui nous donne donc de l'agilité d'un côté, et vous voyez tout ce que vous pouvez faire grâce à cette locomotion bipède. Et il suffit d'en être privé à un moment ou à un autre pour se rendre compte à quel point c'est quelque chose d'utile. Mais la rançon, c'est cette dépense énergétique. Je vous l'ai dit, lever son poids à chaque pas. Il y a des mécanismes d'économie pour limiter cette perte d'énergie au cours de la marche bipède. On peut les ranger de cette façon-là. D'abord, on diminue le déplacement vertical du centre de gravité. Si on avait par exemple les jambes raides, on monterait notre centre de gravité de 8 cm à chaque pas. En réalité, on ne le monte que de 3 à 4. C'est déjà une grande économie. Grâce à des facteurs donc extrapelviens, l'articulation du genou, l'articulation de la cheville, tout ça nous permet de diminuer cette sinusoïde. Il y a des facteurs également pelviens, on va y revenir. Il y a l'organisation dynamique autour du centre de gravité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous bougez les bras, par exemple, ce n'est pas juste pour remuer de l'air ou faire joli, c'est que ça équilibre les masses autour de votre centre de gravité qui en gros se situe dans le bassin. Un peu de choses près, ça se situe dans le bassin. Et ces mouvements des bras sont une économie d'énergie. Si vous marchez les mains dans les poches, parce qu'il fait froid, vous dépensez un peu plus d'énergie que si vous laissez les bras aller. Un exemple caricatural, c'est celui du pigeon. Vous regardez marcher un pigeon dans la rue, le mouvement de tête sert simplement à équilibrer ses masses autour de son centre de gravité. Et dernier mécanisme d'économie, c'est la récupération des forces inertielles. Ça veut dire quoi? C'est par exemple la ponévrose plantaire. Quand on appuie dessus, elle se tend comme un ressort. Quand vous passez le pas, elle se détend. Elle vous restitue une partie de l'énergie accumulée. Un autre exemple plus étonnant, c'est celui du triceps sural. Le triceps sural à la marche n'est pas propulseur. Il l'est à la course, mais pas à la marche. Il se contracte au début de la phase d'appui et il se relâche quand on a passé le poids au-dessus. Et en fait, cette contraction anticipée le met en précontrainte et il restitue passivement cette énergie quand le poids du corps est passé sur le pas. Bon. Nous intéressent deux d'entre eux. Le déplacement vertical du centre de gravité et l'organisation dynamique autour du centre de gravité. Vous voyez que donc cette dépense énergétique revient autour du centre de gravité. Et donc on s'intéresse à ce centre de gravité depuis un certain temps. On a commis une cohorte de sujets témoins assez importante en sélectionnant des hommes, des femmes et sans aucune altération possible de la locomotion. Et je peux vous assurer qu'après 50 ans, ça devient très difficile à trouver. Et on a mesuré comme ça leur dynamique pelvienne, leur dynamique du centre de gravité. On a mesuré un ensemble de choses. Parmi les trucs intéressants, on trouve comme ça que la rotation pelvienne autour de l'axe vertical, qui est une façon d'allonger le pas sans dépense énergétique. Si vous tournez beaucoup le bassin, ce qu'on appelait autrefois le pas pelvien, vous allongez le pas sans pour autant lever votre centre de gravité. Vous voyez, c'est un mécanisme
l'adaptation. Donc cette rotation pelvienne autour de l'axe vertical est très variable selon les sujets. Ça va de 0 à 16 degrés autour d'une courbe de Gauss. Il est vraisemblable qu'il y ait là-dedans des implications pathologiques importantes dans l'usure des prothèses de hanche, dans probablement la survenue de la coxarthrose dite primitive. Tout le monde ne fait pas une coxarthrose. On avait étudié des coxarthrosiques qui s'ignorent. Ils ont une coxarthrose, mais ils ne le savent pas. J'avais puni un interne d'aller voir les UIV en urologie. Il avait regardé 1000 UIV, le pauvre gars. Et avec 1000 UIV, on avait trouvé comme ça une quinzaine de patients qui avaient une arthrose, mais qui ne le savaient pas. On a examiné la marche de ceux qui ont bien voulu venir, donc une dizaine. Ils ont tous des rotations pelviennes très élevées. Comme si la coxarthrose se recrutait dans cette population qui a une rotation pelvienne très élevée. Voilà. Autre chose intéressante, cette rotation pelvienne importante, c'est pas ça qui donne l'image féminine, de la démarche féminine. J'ai moi 16 degrés de rotation pelvienne, je suis à droite de la courbe totalement là. Pas spécialement une démarche féminine, je ne sais rien, mais je crois pas. Ce qui donne cette démarche féminine, c'est ce petit accident, vous avez le pointeur, ce petit accident sur la sinusoïde, it doesn't hurt. C'est où le bouton? Le premier. Vous êtes sûr? Bon, vous voyez la sinusoïde, ça c'est la rotation. Là, sur ce dessin féminin, il y a un petit accident. Les hommes, c'était ça, dans l'autre sens. Les hommes, c'était ça, c'était assez lisse. Et 90% des femmes ont ce petit accident, qui est probablement le passage du trochanter sous le fascia lata, sous le tenseur du fascia lata. Je n'ai pas d'autre explication. Et je regarde les filles dans la rue, pour ça, uniquement pour cette raison-là, bien entendu. Et faites comme moi, regardez bien, et vous verrez, on voit ce petit déclic au changement de rotation qui donne cette image féminine. Mais oui, mais regarde, tu regarderas, Jacques, tu verras. Je t'assure, tu es autorisé maintenant. Autre élément du centre de gravité, donc facteur pelvien dans l'économie, les passants en plan frontal. Tout le monde connaît cette gravure du 18e, enfin, du moins la balance de Powell qui en a découlé d'une façon ou d'une autre. La stabilisation pelvienne dans le plan frontal est essentielle à votre diminution de dépenses énergétiques. Donc là aussi, on a les indicateurs. Alors, où on en est aujourd'hui? À peu de choses près. On met des accéléromètres embarqués. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi des accéléromètres. C'est un très bon outil de mesure, c'est formidable. Donc voilà un sujet. Là, dans le labo à Rouen, on est dans le labo d'analyse du mouvement, vous voyez avec les caméras, les systèmes, etc. Ça, c'est assez banal. Et en plus, sous la mire sacrée, là, sous le petit point blanc, il a ce capteur à gauche qui fait 2 ou 3 cm de côté, hein, pas plus. Et là-dedans, il y a un accéléromètre, il y a la batterie, il y a la mémoire, il y a tout ça. Et on enregistre donc les accélérations de son bassin, à partir duquel on peut calculer, je vous passe les détails, la cinématique du bassin et la cinématique du centre de gravité global du corps humain. On a fait un certain nombre d'études. On en a fait une il y a quelques années qui montrait qu'on était capable de discriminer des sportifs symétriques de sportifs asymétriques. Le foot est un sport symétrique, l'escrime est un sport asymétrique. On est capable de discriminer ces sujets-là sur leur comportement, sur leur gestion du centre de gravité. On a rendu malade des gens qui ne demandaient rien à personne. En clair, j'ai mis des talonnettes sous des sujets témoins. 5 mm, vous n'êtes pas capable de savoir si je l'ai mis sous votre chaussure droite ou sur votre chaussure gauche. On ne perçoit pas une différence comme ça. L'accélérométrie embarquée permet de trouver ces anomalies. Vous voyez, on est sur des indicateurs très très fins. Puis la dernière étude, celle que j'avais présentée à la Sofcote, là c'est 23 patients. Ils ont encore une coxarthrose unilatérale, qu'on en opère beaucoup, c'est un bon sujet. Et là, il y a 2 voies d'abord. Une hémimyotomie antérieure, on coupe le moyen fessier, versus un truc qui est à la mode où on ne coupe rien. Peu importe, ce n'est pas le problème. Et on a évalué ces gens-là par accélérométrie en pré-op, au 2e et au 6e mois post-op. Là, c'est un des graphes. Vous avez des données accélérométriques en verticale et le score de Harris, qui est un score fonctionnel très utilisé parmi d'autres. Il y a un lien entre les 2 variables. Mais vous voyez que ce lien n'est pas complet. Ce qui veut dire qu'on mesure quelque chose de plus avec l'accélérométrie. Il y a un lien entre les 2. On n'est pas totalement dans la fausse direction. On retrouve bien un indicateur fonctionnel, mais on mesure quelque chose de plus. Alors un exemple. Voilà les oscillations latérales transversales du centre de gravité du sujet entre son appui droit et son appui gauche. Donc vous voyez les valeurs absolues, ça oscille de 34 mm sur sa jambe saine et de 45 sur la jambe pathologique. Ça, en clair, ça traduit la boiterie de ces patients-là. Et donc ça fait un delta, là, j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à voir. Là, ça fait un delta. Et on a mesuré ce delta au fil du temps. Et on mesure là quelque chose que l'on sait, c'est-à-dire que
Les voies qui coupent le moyen fessier ont des suites un peu plus dures que celles qui ne les coupent pas. Donc les patients boitent un peu plus, 13,8 à court terme. Et on retrouve aussi ce qu'on savait depuis un certain temps, c'est qu'à 6 mois, il n'y a plus beaucoup de différence. Et que mon Dieu, les deux voies d'abord se retrouvent et que personne ne retrouve la normalité non plus. Personne ne redescend à zéro, jamais. Voilà ce que l'on fait dans cette belle ville de Rouen. Ce n'est pas une photomontage, hein, c'est vraiment Rouen vu de la colline d'à côté. Et je vous remercie encore une fois de votre invitation et de votre honneur et de votre attention. 15 minutes pile, je tiens à le dire, mon chrono vient de s'arrêter à 15:00. Merci Franck pour cette belle communication. Avez-vous des questions sur ce sujet qui me paraît passionnant parce qu'il bouleverse un peu l'ordre établi? Très ludique. Ouais, pourquoi j'avais Marilyn en photo? Moi, je me demandais pourquoi j'avais Marilyn. Moi, j'aurais une question parce que tu introduis une notion d'accélérométrie. Donc, à partir du moment où on introduit des technologies comme celle-là dans l'évaluation du mouvement et pour affiner le résultat fonctionnel, il faudra qu'à un moment ou à un autre, il y ait des normes. Et si on va de l'autre côté de l'Atlantique, on sera obligé d'approcher ce qu'on appelle des normes. Donc, je voulais connaître ton opinion sur cet élément-là. Faudra-t-il un jour ou l'autre dire à quelqu'un vous êtes dans telle catégorie ou telle catégorie et on évalue votre résultat fonctionnel en fonction de ce type d'essai et ça rentre ou ça ne rentre pas dans les normes? On est loin de ça. Je serai à la retraite, qu'on n'aura toujours pas des normes d'accélérométrie. Je vais vous faire un aveu simple. Hein. L'accélérométrie, ça donne des belles courbes. J'en ai pas mis, mais il y en a qui s'en mettent des papillons. Il y a des trucs assez jolis. Et je ne les comprends pas. Mon problème principal, c'est celui-là. C'est que statistiquement, j'arrive à distinguer, par exemple, des footballeurs des escrimeurs. Ils ne marchent pas de la même façon. Ça ne paraît pas comme ça, mais ils ne marchent pas de la même façon. Mais je ne sais pas pourquoi. Et une des raisons pour lesquelles on fait toutes ces études autour de données cliniques, c'est parce que là, on sait la différence. On la connaît. La boiterie, là, on la connaît. Et donc, on essaie de comprendre les différences que l'on observe par mesure embarquée, quelle qu'elle soit, en face à une réalité clinique, à une réalité fonctionnelle. Donc, établir une norme, je ne sais pas, je t'ai dit, regarde, la rotation pelvienne autour de l'axe vertical connaît des variations importantes dans la population. Vous reconnaissez un de vos proches rien qu'au bruit quand il arrive. Et on reconnaît, alors que là, le niveau de signal physique qui vous est transmis, assez merdique, il n'y a pas grand-chose comme information. Et ça suffit pourtant pour reconnaître que c'est un de vos proches. Et donc, la norme, à mon avis, on n'y est pas. Par contre, on peut très bien avoir l'amélioration. On a un débat avec Julien sur le type de prothèse. Je l'ai encadré en thèse, on se connaît bien, etc. On n'est pas tout à fait d'accord sur quel concept de prothèse totale de hanche il faut mettre à des patients. Ça serait intéressant de voir la récupération, etc. Ça serait intéressant. Là, par exemple, je vous montre que les voies d'abord de hanche conventionnelles ne boitent pas différemment des voies d'abord dites mini-invasives à 6 mois. Bon, on le savait un peu, mais c'est démontré. Indépendamment de l'avis du patient. Okay. Et de l'influence qu'on peut avoir sur lui quand on établit un score fonctionnel. Moi, je fais dire ce que je veux à un patient, vous savez très bien. Claude. Jean Dubousset doit prendre la parole. Non, mais tu nous as montré parfaitement que l'individu est individuel. Il n'y a pas de normes. Et comme tu l'as très bien dit, on reconnaît les gens de dos, sans voir leur visage, simplement à la manière dont ils marchent. Le bruit même, le bruit. Le bruit, exactement. Il n'y a pas de normes. Un proche, oui. Et ces histoires de normes qui envahissent complètement toutes les bibliographies et autres, on ferait mieux de prendre chaque individu comme il l'a fait, avant, après, avant il est comme ça, après il est comme ça. Mais il n'y a pas de normes. On ne peut pas dire que tu marches de la même façon que moi, ou que toi, selon que tu as un bassin large, ou selon que tu as une incidence comme ci, un machin comme ça, tout va être différent. De sorte que, avant de pouvoir établir des normes, il n'y en a pas. L'individu est individuel. Et il faut comparer l'individu à l'individu, et non pas l'individu à quelque chose de théorique. Oui, je voulais, pour aller dans le même sens,
En urologie, où on a aussi une partie d'appréciation de résultats fonctionnels, notamment par exemple dans la chirurgie d'incontinence ou dans la chirurgie des troubles mictionnels, on a totalement abandonné l'histoire des normes. Parce que par exemple, on est incapable actuellement de définir quelle est la norme normale d'un débit chez une femme, la miction. On ne peut pas le dire. Par contre, on compare les résultats avec des scores comme ceux que vous avez entre avant et après. Et à la limite, c'est la malade par rapport à elle-même. On définit les niveaux d'amélioration des scores et pas du tout par rapport à des normes. Et on a totalement abandonné les normes pour ça dans notre spécialité. Autre question, remarque? Oui, allez-y. Peut-être une contribution qui concernait les évaluations en chirurgie digestive, ça peut vous paraître surprenant. Mais pendant longtemps, il y a eu des classifications cherchant à évaluer la qualité du résultat fonctionnel. Quand on cherchait à aller un petit peu plus loin, pour les classifications de Visic par exemple, on cherchait à voir l'effet nocif de certaines interventions. Les malades répondaient toujours oui, vous allez avoir de la diarrhée, des vomissements, etc. Oui. Et finalement, les évaluations étaient très mauvaises. Moins on posait de questions, meilleur était le résultat. J'en suis persuadé. Et on faisait un peu dire ce qu'on voulait aux malades. Je rêve de faire l'étude suivante, mais je crois que je n'aurai pas l'autorisation de CPP. C'est 2 interventions dont on sait qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Même en orthopédie, il y a encore des interventions moins bonnes que d'autres. 2 interventions dont c'est établi, c'est clair. Et on fait faire cette intervention, ou du moins on fait l'évaluation des interventions par des chirurgiens qui n'ont pas le même caractère. Il y a des gens qui ont un sens de l'humain, qui ont un sens du relationnel, puis il y en a d'autres qui l'ont un peu moins, on en connaît tous, un peu rustre, un peu... Voilà. Et je vous dis que moi, on montrera l'effet de la valeur de l'interrogatoire du chirurgien, dissipera totalement la différence technique sous-jacente. Et bien sûr. C'est pour ça qu'il faut trouver autre chose que ces scores-là. Et on gagnera en crédibilité, je pense. D'accord. Autre question? Pas d'autres questions, remarques ou commentaires? Très bien. On remercie Franck Mais c'est moi qui vous remercie. Dujardin pour cette belle communication.